Bien. Eh bien, écoutez, il y a encore des gens qui arrivent. J'espère que, normalement, la moitié encore ne sont pas là. J'espère qu'ils sont dans les trains, qui sont en retard, comme d'habitude. Sinon, la SNCF ou la RATP ne serait pas égale à elle-même, n'est-ce pas? Bienvenue pour cette soirée. Je ne vais pas prendre la parole longtemps pour vous dire qu'on est très heureux de ce débat sur l'Europe à quelques semaines des élections. Mais Corinne, qui est la secrétaire générale de Confrontation, va vous en dire plus. Je me réjouis, moi en tout cas, de faire ce débat avec Confrontation Europe, cher à mon cœur, comme vous le savez, cher au cœur de Philippe, certainement, il le dira lui-même, et cher au cœur de Michel Derdevé, qui est le nouveau président depuis une paire d'années et qui fait vivre l'association à Paris et à Bruxelles pour poursuivre le dialogue, le débat, la confrontation sur l'Europe. Et il y en a en ce moment, bien sûr, sur beaucoup de sujets. Donc, je vais laisser la parole à Corinne qui va présenter cette soirée. Moi, je suis très heureuse, en tout cas, de co-organiser cette soirée avec eux. Et puis, comme vous avez vu, vous avez les bouquins. Donc, ça, c'est offert. Si vous les avez déjà, parce qu'on les offre à chaque conférence, ou on les vend d'ailleurs à chaque conférence, offrez-les. Faites-les lire, faites-les discuter. Et puis, vous avez en plus ce soir la revue La Jaune et la Rouge. C'est un numéro spécial Afrique, au pluriel, bien sûr, dans laquelle je signe un article. Alors, c'est encore plus intéressant, n'est-ce pas, sur l'Afrique de l'Ouest. Corinne, c'est à toi. Bonjour, merci à tous d'être là. Donc, on va accueillir nos deux orateurs autour de ce débat sur ce thème ô combien d'actualité, l'avenir de l'Europe, un enjeu démocratique. C'est un thème qui est au cœur de vos deux ouvrages, messieurs, un essai par Philippe Herzog, Un nouveau récit pour l'Europe, et un livre, on va dire, collégial, programmatique, édité par Confrontation Europe, écrit à plusieurs mains. Même si on ne vous présente plus Philippe Herzog, je vais me lancer quand même dans une mini-présentation. Vous êtes un économiste et un homme politique de renom, essayiste, polytechnicien, professeur des universités, co-inventeur du premier modèle de prévision économique français. Après une longue expérience au Parti communiste français, vous avez fondé Confrontation Europe avec Michel Rocard en 1992. Vous avez été député européen de 89 à 2004, puis conseiller auprès de la Commission européenne, cofondateur du cercle cinéphile Open World Regard croisé avec votre compagne Claude Fischer-Herzog. Vous œuvrez à une politique de civilisation mondiale. Michel, vous êtes le président donc actuel de Confrontation Europe, du think tank Confrontation Europe et de la Maison de l'Europe de Paris, diplômé de l'HEC et d'un DEA en droit public. Vous êtes ancien secrétaire général, membre du directoire d'Enedis. Vous avez occupé des postes de premier plan auprès de Martin Malvy au budget, auprès de Christian Pierret, ancien ministre de l'Industrie, et vous avez été délégué général aux affaires communautaires d'EDF, et enfin membre du comité exécutif et directeur de la communication et des affaires publiques de RTE. Vous êtes entre autres un spécialiste reconnu sur les sujets de l'énergie. Alors ce projet européen, l'ambition européenne, la vision européenne, comme vous le voyez, vous l'entendez malheureusement, sont mis à mal par certains discours et certaines forces à l'heure actuelle, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Et d'ailleurs, tel était un peu le sens du message d'Emmanuel Macron lors de son deuxième discours de la Sorbonne, avec cette espèce d'incantation « l'Europe est mortelle ». Que peut-on faire? Justement, vous avez œuvré pour essayer de donner des pistes, donner une vision, donner une envie, donner une façon de repenser cette Europe. Comment redonner vie à ce projet européen? Vos livres esquissent des pistes de réflexion et on aimerait bien vous entendre tous les deux sur ces sujets. Je vous accueille sur le plateau. Comme tu veux, bien sûr. Ouais, sans problème, sans aucun problème. Il y a des micros là-bas. Oui, non, il n'y a pas de souci. Le process entre guillemets. Alors, c'est vrai que, Philippe, votre livre est un essai, mais j'ai envie de dire c'est plus qu'un essai. C'est une vision
C'est mieux. Surtout qu'on enregistre. Pour le coup, c'est mieux. Ah. Donc je disais, Philippe, votre livre est un essai, mais c'est plus qu'un essai. Il esquisse des pistes à la fois de réflexion et d'action sur comment refonder cette Europe, comment redonner envie d'Europe, avec 3 grandes pistes de réflexion. Et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus par rapport à l'état du monde actuel, l'état de l'Europe actuelle, votre expérience de ces dernières années et ce qui peut se passer. On est à la veille d'élections dans moins d'un mois. On entend beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas forcément à tous. Et donc on aimerait connaître votre vision aujourd'hui de ce qu'est l'Europe et de ce que devrait être l'Europe à l'aune des enjeux de transformation et les défis qui nous attendent, les enjeux qui sont devant nous. On a l'impression d'avoir des montagnes à gravir. Et donc, vous essayez de nous donner quelques petites béquilles pour arriver à gravir ces montagnes. Donc, j'aimerais bien que vous les partagiez avec l'ensemble du public et on va vous écouter avec plaisir. Merci Corinne, merci Claude. Vous avez monté cette conférence qui m'est chère parce que l'âge venant, c'est le moment de livrer un peu l'essentiel des parcours politiques que j'ai eus. Comme vous savez, c'est ce que j'entreprends depuis un certain nombre d'années. Et là, les circonstances à la veille des élections européennes me poussent à en dire plus et à écrire plus encore. Et je remercie Michel Dehautevée d'être mon partenaire dans ce beau rendez-vous. Je pense que c'est la synergie entre nous qui compte. Hein. Il y aura débat et vous aurez beaucoup de questions. J'aurais tendance à commencer de façon qui n'est peut-être pas si plaisante que ça. La campagne me fait penser à la phrase de Victor Hugo, « Morne pleine ». Le problème, c'est que la morne pleine, c'était Waterloo. Donc, mais quand même, prenez ça comme un calembour, mais qui n'est peut-être pas trop déplacé. Je crois qu'il ne faut pas se tromper, il n'y a pas de désintérêt pour la politique du côté des Français. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, ces élections européennes n'embrayent pas, et à mon avis, parce que des préoccupations essentielles sont escamotées. Et on est renvoyé une fois de plus au débat sur le rapport de force entre les partis politiques en France, voire en Europe. L'Europe, c'est déjà un peu plus loin, mais de la France, évidemment, et des autres pays vont surgir des enjeux de formation, de nouveaux personnages à la tête de l'Europe. Tout ça échappe aux gens. Leurs sujets fondamentaux, vous les connaissez, pour la plupart, pas tous, mais quand même pour un grand nombre, s'appellent insécurité, s'appellent niveau de vie, pour ne citer que ces deux exemples qui renvoient, et j'y reviendrai, à des promesses que donnait l'Europe de vivre en sécurité, en paix et en prospérité dans des sociétés libres. Or, le paradoxe face à cette campagne morne, c'est qu'effectivement l'Europe est confrontée à des enjeux fondamentaux et que pour intéresser les gens à une campagne électorale, fût-ce pour des parlementaires, mais on aurait pu donner une vision, poser la question du projet politique nécessaire face aux mutations du monde actuel et aux enjeux pressants que nous vivons tous les jours. Et il aurait fallu à cette occasion interroger sur la refondation de l'Union. La refondation de l'Union, certains en parlent, nous en parlerons. Elle a été hors sujet dans cette campagne. Or, à l'évidence, pour faire face à ces enjeux, les problèmes de la paix, du développement, pour ne citer que cela, vont susciter beaucoup d'efforts et de sacrifices auxquels les gens n'auront absolument pas préparé. On peut se demander à quoi servent les élections dans ce cas-là. Il aurait fallu les consulter sur la refondation. J'y viendrai avec mes propositions. Alors évidemment, il y a le souci de la montée des extrêmes et des violences avec. Je dirais d'un mot, la seule façon d'endiguer la montée du Rassemblement national, c'est de toucher le cœur et l'esprit des classes populaires du Pas-de-Calais et d'ailleurs qui sont en pleine souffrance et qui se sentent désaffiliés dans une société qui prend l'eau. Alors le président Macron a utilisé effectivement
une phrase de Valéry à sa façon. La phrase de Valéry, c'est en 1919, « Nous savons aujourd'hui que les civilisations sont mortelles, donc il s'agit de la civilisation européenne. » Macron, l'Europe est mortelle, c'est un peu raccourci. Donc il a eu le mérite d'alerter, mais il n'a pas poussé la réflexion sur le pourquoi, le comment, d'où ça vient. Et il est passé tout de suite à un programme, à un catalogue de propositions, dont certaines sont importantes, mais ça n'a pas du tout embrayé. Mais revenons à cette phrase, les civilisations sont mortelles et la civilisation a sombré dans la Première Guerre mondiale. Déjà avant, vous lisez Charles Péguy, 1910, avant la Première Guerre mondiale, dans Notre jeunesse, qui dit, je cite qu'une petite partie, « Pour la première fois dans l'histoire du monde, tout un pays vit et prospère contre toute culture. » La faillite de la culture européenne est au cœur des propos de Péguy, 1910. Valéry, sa phrase est dans un recueil qui s'appelle « La crise de l'esprit ». Donc notre façon de penser et d'agir est en cause. Et puis Hannah Arendt, peut-être la plus directement utilisable, qui dit, dans La crise de la culture, qui est publié en France en 1972, mais qui est auparavant aux États-Unis. La crise de la culture, c'est ce nouveau contexte où la transmission et l'autorité s'affaissent. On y est à fond, plus encore qu'en 1910 ou qu'en 1970, quand Hannah Arendt terminait sa vie sur ce thème. Transmission, en effet, et ce sera brièvement mon premier thème. Parlons de la transmission. Le naufrage de l'éducation nationale, on le vit. Mais ce qui est méconnu, et ce dont ne parle pas notre président, et c'est bien dommage parce qu'il avait une occasion là, c'est que l'enseignement de l'histoire en Europe est une peau de chagrin. Dans la moitié des pays européens, on n'enseigne plus l'histoire. Dans l'autre moitié, on enseigne les récits nationaux et on ne donne plus de profondeur. Il n'y a plus de sens de l'histoire, il n'y a plus de profondeur historique. Donc, ce n'est pas moi qui invente, c'est un travail de 3 ans au Conseil de l'Europe qui produit ces résultats. Les conséquences sont incalculables. En matière de culture, on n'apprend plus ce qu'est la culture européenne, d'où on sort. Rome, la chrétienté, tout ça, c'est le passé lointain, les Lumières elles-mêmes. C'est ça qui a uni les Européens. Donc perte de l'unité. Méconnaissance mutuelle, n'en parlons pas. On connaît qui sont les Allemands, qui sont les Italiens et autres avec qui les pays de l'Est qui sont arrivés, ils arrivent dans un système qui ne cultive pas sa pensée. D'où mon thème dans le petit essai que vous aurez, désobstruer la conscience et nous rééduquer comme impératif. Je ne vois pas comment s'en sortir sans une dimension culturelle fondamentale et qui passe précisément par l'éducation. Et l'éducation, c'est aussi la formation, c'est les compétences, c'est dans la vie quotidienne, c'est au plus près des gens, j'appelle à une alliance intergénérationnelle et pan-européenne pour redonner sens à l'idée européenne, pour réapprendre à aimer, malgré toutes ses tares, mais avec toute sa profondeur aussi, l'épopée européenne. Alors, deuxième point, évidemment, cette rééducation, il ne consiste pas à dire revenons à avant. C'est simplement, tirons des leçons d'avant et des siècles d'efforts pour concevoir une unité entre Européens, qui ne cessaient de se faire la guerre d'ailleurs. Concevoir une unité, on ne peut pas reproduire l'avant, mais on peut aussi s'instruire de ce qui s'est fait, beaucoup s'instruire des rendez-vous manqués, ils ont été très nombreux. Mais il faut le faire avec une nouvelle vision du monde. Une nouvelle vision du monde, car le monde a radicalement muté dans les 40 dernières années. L'Italien Andrea Riccardi, qui est le créateur de San Egidio, dit que ce n'est pas simplement une révolution technologique et économique, c'est une révolution culturelle et anthropologique.
comment 70 ans ou 75 ans après, au moins, après la création de la communauté européenne, comment ne pas repenser le projet? Le monde a muté, donc il faut repenser le projet. Mais avec quelle vision? Avec quelle vision? Où sont les promesses des origines qu'il ne faut surtout pas oublier? Ce qui a fait l'unité des Européens, c'est la paix. La vocation de la construction de l'Europe, c'est la paix que Kant appelait perpétuelle, que nous appellerons durable au moins, et pas simplement la paix entre Européens, mais la paix pour le monde, parce que les Européens ont mis le monde à feu et à sang. Lisez Schuman, tout simplement la déclaration de 1950, c'est dès le deuxième paragraphe. La paix, mais aussi, je l'ai déjà dit, une prospérité. L'anglais Beveridge, peut-être la référence, le plein emploi, on disait, comme objectif sociétal, dans une société libre. Pas mal comme objectif, puisque la société, on était encore dans les sorties plus ou moins avortées de la crise de 29 et on commençait à s'en sortir. Donc commençons par la question de la paix. On nous sort tout de suite la question de puissance. Il faut être plus fort, réflexe. Il faut être plus fort, donc la puissance. Mais pourquoi faire la puissance? Pour faire la guerre ou pour faire la paix? D'ailleurs, le 2 juin avec Claude, le 3 juin, il y aura la prochaine séance du cercle cinéphile sur le thème guerre et paix. Donc, on entend comme quoi la crise de la culture elle est profonde. On reprend une maxime romaine qui s'appelle « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Mais je rappelle que c'était une maxime dans la construction d'un empire et que nous, il ne s'agit pas de construire un empire. Il y a un empire américain, mais il y a des superpuissances et on a un problème d'Europe, du rôle de l'Europe à placer dans ce nouveau contexte. Donc pourquoi faire devenir puissant? Je préfère parler de force pour éviter. Quelle va être la force de l'Union dans ce nouveau monde? Qu'est-ce qu'on aspire à faire? Et il faut inverser la maxime romaine. Si tu veux endiguer la guerre qui peut monter aux extrêmes, parce que les menaces de guerre totale, à nouveau, on a eu deux guerres totales au XXe siècle, si on ne prend pas ça au sérieux, on aura des désastres incommensurables. Donc si tu veux endiguer la guerre et la monter aux extrêmes, prépare la paix. Et la paix, il y a 50 conflits dans le monde, tous interconnectés. Donc c'est pas seulement, j'y viens, Ukraine-Russie, tous ces conflits sont interconnectés. On voit d'ailleurs l'Azerbaïdjan se mêler de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Tous les jours, on a des preuves de cette interconnexion. Que doit faire l'Europe? Que doit faire l'Europe? L'hypothèse qui est dans cet essai, c'est qu'elle devienne une force de paix et de coopération. Je dis force exprès, je ne veux pas larguer forcément le mot puissance. Qu'elle doive se défendre et avoir une industrie de défense, je ne suis pas contre. Mais c'est pas l'essentiel n'est pas là, parce qu'effectivement, il faut aussi se défendre physiquement. Mais surtout, la vocation historique de l'Europe était d'être une force de paix, et quand on est capable de jouer un rôle dans les conflits, pour négocier, pour préparer des paix durables, pour traiter des problèmes de sécurité collective, on gagnera dans l'estime de gens dont beaucoup se détournent de l'Europe, envers laquelle ils ont beaucoup de ressentiments, et ceci n'augure pas d'un bon avenir pour ce qui nous concerne. On peut retrouver visage en devenant une force de paix et de coopération. Pour des peuples entiers qui n'aspirent pas à faire la guerre, ils aspirent à la paix. Sinon, il n'y aurait pas autant de conflits. Et la sécurité ne serait pas la préoccupation numéro un dans tant de pays. Alors, évidemment, Ukraine-Russie est un test qu'il ne faut pas rater. Très difficile, je ne m'étendrai pas, puisqu'on en parlera le 3 juin. Évidemment, il faut aider l'Ukraine à se défendre. Aider à se défendre, et même l'accueillir dans l'Union européenne, ce qui posera beaucoup de problèmes, entre parenthèses, et qui aura un coût que nous supporterons. Et c'est nécessaire. Mais c'est que la moitié du sujet. Parce que si on veut une paix durable, on ne mettra pas la Russie à genoux. Si on veut en faire un paria de l'économie mondiale, on n'y arrivera pas. Et donc, si on veut vivre avec un cancer à l'est de l'Europe, et typiquement dont les Ukrainiens seraient les premières victimes étant directement exposés, entre parenthèses, on y va directement. Donc, le devoir est d'aider et d'accueillir l'Ukraine comme nation naissante,
mais il est aussi de ne pas couper les ponts avec la Russie, avec le peuple russe. Le peuple russe ne se confond pas avec Poutine. Il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués avec la Russie, si on remonte au XVIIIe siècle, où la Russie était en Europe et où ça dialoguait et où on se fécondait mutuellement. On se dit vraiment... Et depuis, combien de rendez-vous manqués? Dont le plus important, en 89-91, a été celui de Gorbatchev, proposant de faire une maison commune européenne avec un accord de sécurité collective pan-européen. On l'a snobé. À propos de l'Ukraine-Russie, Kissinger a donné la vision la plus juste. Ce sont des frères ennemis. Ce sont des frères ennemis. Les uns tournés vers l'ouest, les autres tournés vers l'est, donc l'Ukraine elle-même est divisée. L'Ukraine n'a pas vocation à devenir l'avant-poste de l'Occident exposé à un empire russe qui va ailleurs et qui joue son rôle de puissance à la façon de Poutine. Être un avant-poste de l'Occident, est-ce que c'est ça que doit faire l'Ukraine, ou plutôt devenir un pont, on retrouve mon idée aussi de passeur, devenir un pont entre l'Ouest et l'Est, en visant plus loin que Poutine. Mais je ne m'étends pas là-dessus. Maintenant, parlons prospérité, puisque c'est l'autre promesse de l'après-guerre. Vous voyez bien que ce sont aussi les préoccupations populaires. Les préoccupations populaires, ce n'est pas seulement pouvoir d'achat. La société divisée, clivée comme jamais. C'est dans Financial Times que je lis, le rapport entre le capital et le travail n'a jamais été aussi profond. Il faut lire chez les anglo-saxons compétents. Et la société française brisée, la société américaine brisée, on connaît. Et le peuple en souffre, parce que le peuple aspire à l'unité. J'en suis absolument convaincu. Même que dans sa radicalité. Dans la radicalité extrême, il méprise. Les terroristes méprisent l'Occident et sa dégénération culturelle telle qu'ils le croient, telle qu'ils croient la voir. Donc le peuple souffre de cette société brisée, et pas seulement du pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qu'on lui propose comme projet fédérateur? Le climat. L'écologie est un sujet essentiel. Mais pour résoudre le problème, qu'est-ce que c'est qu'en profondeur résoudre la question du changement du rapport à l'environnement? C'est réhabiliter nos territoires, repenser l'habitat, la production, les réseaux. C'est un immense défi économico-industriel qui ne peut se réaliser sans un développement humain et solidaire dont on n'a pas idée. Le climat est un problème global, les solidarités vis-à-vis des pays du Grand Sud dont la démographie augmente, ils ne peuvent pas. S'il n'y a pas de solidarité de développement, on n'y arrivera pas, évidemment, à résoudre le problème climatique. Et le développement humain, j'évoquais brièvement les compétences, est une question capitale et complètement minorée. Les jeunes ne sont pas tournés, d'ailleurs, la désaffection vis-à-vis des sciences, alors que nous prétendons vouloir être parmi les champions de la haute technologie, n'est quand même pas de bon augure. Donc, il faut marcher sur deux pieds, et le développement humain et solidaire conditionne la réussite des efforts écologiques. Et inversement, on me dira, inversement, ça fait partie de la dignité humaine que de réhabiliter son environnement. Donc, dans ce contexte, le problème sociétal est posé en grand, les incertitudes sur le niveau de vie, sur le bien-être, et le mot d'ordre que j'avance, c'est qu'il faut reprendre contrôle de notre économie, en transformant le capitalisme européen, mais reprendre contrôle de notre économie. Et ça, c'est pas... On le sait. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a retour de questions qui ont été minorées pendant 30 ans. L'emploi, la productivité, l'industrie, ça revient. Bonne nouvelle. Comment on va faire? Ça, c'est ça le cœur du problème. Sans ignorer le gâchis phénoménal de ressources dont nous sommes capables. L'enflure monétaire et financière s'est accompagnée d'un sous-investissement humain et productif massif. Il faut lire Jacques de la Rosière, qui reprend simplement les travaux de McKinsey d'ailleurs. Donc le cœur du problème, il est là, sans compter les dimensions de valeur,
l'avoir a pris le pas sur l'être, la consommation sur l'investissement, et j'en passe. Mais bon. Donc, bonne nouvelle, les vraies questions sont de retour, et même certains, et pour moi c'est Draghi le meilleur, et malheureusement son rapport ne sortira qu'à l'été, mais il a déjà annoncé des choses. Pour lui, il parle clairement d'une refondation du socle de l'Union européenne. Son marché, son union économique et monétaire, son industrie, refondation. Un thème cher à Confrontation qui, dans le passé, a réuni beaucoup de signatures sur la nécessité d'une refondation. Donc il y a un début de prise de conscience sur lequel il faut travailler. Il y aura des convergences possibles si on arrive à participer à cet effort dans de bonnes conditions. Et ça pose la question d'une maîtrise politique. Parce qu'au cœur du défi, il y a bien un problème de gouvernance. Et avec une co-responsabilité des États et de l'Union européenne flagrante. L'Union européenne croit pouvoir changer les choses par des obligations, par des normes qui viennent en avalanche, en essayant de définir les objectifs miraculeux. Mais je vais prendre qu'un exemple. Faut-il subventionner les véhicules électriques dont l'industrie, d'ailleurs, n'est pas assurée, les subventionner massivement, ou s'intéresser à la réfection de l'habitat du Pas-de-Calais et des zones victimes de catastrophes? Où sont les priorités? Les gens se poseront de plus en plus ces questions. Par contre, les obstacles contre la réindustrialisation ou la réfection de l'habitat sont multiples dans des espaces bureaucratisés et où on a perdu tout à fait le sens de l'investissement de long terme et de ce qu'était le bien public. Alors je passe parce que j'aurais sûrement une question sur la question capitale des rôles entre le public et le privé. La démission en matière d'investissement productif et de développement humain et solidaire pose le problème de la carence en matière d'efficacité. Il ne faut pas qu'il nous bassine avec l'efficacité. Elle est carencée et la gouvernance est en cause. Et la gouvernance des États est celle de l'Union. Donc, État et Union devraient être co-responsables. Ils n'arrivent pas à être co-responsables face à ces défis. Mais il y a un autre problème, qui est le rapport entre les acteurs publics et les acteurs privés. On essaie d'en parler à propos des champions européens, etc. Mais le problème, c'est qu'on a donné la main aux GAFAM et compagnie sur toutes les grandes infrastructures de la vie quotidienne. Et comme disait encore mon journal, Financial Times, ils pénètrent maintenant dans tous les domaines de services publics. Donc le cœur du défi aussi, il est dans une maîtrise publique retrouvée alors qu'on a donné la main aux géants multinationaux et qu'on se contente, enfin on va se remuscler chez nous, mais aussi plaire aux investisseurs et aux champions de technologie mondiaux. Il y a une équation à résoudre. Ça m'amène à mes deux propositions et je redirai un mot en commençant par dire un mot sur Draghi. On aurait sorti le rapport Draghi avant. L'élection aurait peut-être pu avoir une autre tournure, puisque le sujet aurait peut-être pu être refondation, on aurait peut-être pu consulter les gens. Au lieu que, une fois l'élection au Parlement européen passée, on va nommer une nouvelle commission avec peut-être Madame von der Leyen, et c'est un déni de démocratie, j'insiste. C'est un déni de démocratie parce que ça se joue par tractation entre gouvernants et les gens ne sont pas consultés sur le mandat que vont avoir ces gens-là. Alors mes deux propositions viennent là-dessus. La première, et qui est aussi celle de Draghi, coopération renforcée. Les États qui veulent avancer ensemble sur ces différents fronts, que s'appellent santé, formation, électricité, doivent pouvoir former des coopérations renforcées entre eux pour atteindre des objectifs communs, parce qu'on ne s'entendra pas à 27, ni, mais ça, c'est pas Draghi qui le dit, mais c'est moi, ni avec une bureaucratie centralisée. Donc coopération renforcée est un premier, dans les domaines d'intérêt public, et il faut qui ne serait pas soumis au veto des autres, ni aux entraves imposées par la politique de concurrence. Et la deuxième proposition, qui est la mienne, j'avais dit transmission autorité, il y a besoin d'une autorité politique. La Commission ne peut pas être
ni le penseur, ni l'autorité. Je l'ai vécu de l'intérieur. Enfin, quand j'arrive dans la DG Marché Intérieur Finance, mon ami Olivier Guerson dit, tu nous amènes de la macroéconomie. Qu'est-ce que c'est qu'une division, une direction majeure qui n'a même pas de pensée macroéconomique? Et pourquoi ce règne de la compétition à tout crin, alors qu'on doit forcément coopérer de A à Z dans des filières industrielles que nous voulons reconstituer, et dont parle aussi Draghi, pour reprendre position dans les chaînes de valeur internationalisées? Il faut coopérer. Donc la deuxième proposition, c'est autorité politique. Et donc l'idée était, j'ai publié ça peut-être 2-3 mois avant les élections, à l'occasion des élections européennes, consulter les gens sur la nécessaire refondation de l'Union, nommer un certain nombre de personnalités publiques et privées qui pourraient travailler à cette refondation, qui présenteraient les options en même temps que les élections européennes, après quoi se constituerait une autorité politique formée de ces gens-là, en tout cas de ceux dont les idées auraient été accréditées, et qui constituerait un début de forme de gouvernement. Il faut passer de la gouvernance au gouvernement avec sa responsabilité politique. Nous avons une commission qui s'auto-évalue, mais qui n'accepte jamais d'évaluation publique. C'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est bien pire que les finances publiques nationales. Et je termine par le défi démocratique. Le défi démocratique, moi je suis heureux de pouvoir encore vivre en démocratie, hein, ôtez-vous d'un doute. Mais la démocratie néolibérale prend l'eau. Alors il y a des problèmes dans les États-nations, je ne fais pas un dessin, mais au niveau de l'Union, qui n'est pas comme institution, c'est une technocratie. Techno-juridique d'ailleurs, expertise plus capacité juridique. On ne gouverne pas comme technocratie. On acceptera ou non ce diagnostic. D'où mon début de refondation que j'évoquais précédemment. Et défendre la démocratie, ça n'est pas opposer, comme on l'a fait longtemps, les États-nations et les institutions communautaires, justement, puisque celles-ci sont défaillantes. En fait, fortifier les États-nations et fortifier l'Union européenne, ça doit aller de pair. Moi, je ne suis pas de ceux qui opposent la nation à l'Union. Jamais, jamais d'ailleurs. Les vieilles nations européennes veulent rester des nations, elles le resteront, coûte que coûte. Donc le problème et la beauté du projet européen, c'est dans la diversité et grâce à la diversité, on invente un modèle de communauté sans pareil, puisqu'il n'existe pas ailleurs, effectivement, mais qu'il existera ailleurs, d'ailleurs, c'est sous d'autres formes. Et c'est ça le sens d'une force unie. Et ça suppose, comme l'a dit et redit Confrontation, que les gens puissent participer à ces enjeux. Ce sont des enjeux d'une telle importance que le défi de la participation est majeur. Et la participation, ça doit pouvoir être au quotidien, sur chaque territoire. On n'enseigne pas l'Europe, pour reprendre l'enseignement, de la même façon à Nîmes et Marseille qu'à Tourcoing. Parce que l'espace européen et les partenaires sont différents. Et l'histoire est différente aussi. Donc c'est dans la richesse de la diversité, y compris dans l'éducation, qu'on doit pouvoir faire de l'Europe ce que j'appelle une force unie. J'ai aimé les mots de Gandhi qui il promeut la non-violence, mais il parle d'une vérité-force qui est en marche. Une vérité-force avec sa non-violence. Elle n'est pas faible, ça, non. Je ne dis pas qu'il faut reprendre la non-violence, mais voilà un exemple historique. Une force unie, qu'est-ce que c'est ? Voilà, au lieu de quoi... Alors une force unie, ça suppose qu'il y a un peuple européen, formé société en Europe, mot d'ordre de confrontation historique et poursuivi. Il faut former société, transmettre, partager, participer. Et ça suppose une société civile qui se construise et qui se développe. Nous n'avons qu'un embryon de société civile. On parlait tout à l'heure des Italiens. Je peux vous dire que le rôle des syndicats italiens dans la création de l'Union économique et monétaire a été majeur. Il y avait des manifestations pour la réforme des retraites en Italie dans les années 90 afin de pouvoir entrer dans l'euro. C'est le monde d'hier que j'ai connu, années 90, qui était un tournant d'ailleurs dans toute cette affaire.
Voilà. Et donc, il ne s'agit pas à l'échelle globale, car le problème est global, de faire le bloc des démocraties versus le bloc des illibéraux, en sous-estimant, nous ne sommes plus un modèle, premièrement, nous devrions redevenir, mais les autres, il y a des luttes partout. Partout dans le monde, il y a aspiration à des libertés démocratiques. Partout. Donc, fermons pas les yeux sur les luttes ailleurs, essayons de nous rapprocher d'eux, au contraire. En même temps qu'ils nous aideront, nous, à y voir plus clair dans la façon de pacifier les problèmes à l'échelle du monde. Force de paix et de coopération, l'un ne va pas sans l'autre. Et pour terminer, Jean Monnet, à la fin dans les années 70, a compris, ce ne sera pas une communauté politique, mais ce sera quand même une union. C'était prémonitoire. Hein. Ben oui, mais c'est trop peu pour moi. Ça, je ne peux pas accepter, parce que je suis rentré dans le projet, mais j'accepte aussi que des gens acceptent, voient comme Monnet, c'est pas si mal déjà, quand même, pourvu qu'on la conforte, cette union. C'est pas si mal. Pour ma part, j'ai été scotché dans l'épopée européenne et dans la culture européenne, d'où mon propos, que je ne propose pas de généraliser, mais c'est un point de vue particulier qui chemine avec d'autres points de vue. Il faut que ce soit clair. Je n'impose pas des vues, je ne vais pas dire pourquoi je suis venu à l'Europe, parce que ce serait mes ascendants, mon adoration de la culture et de l'éducation, mes lectures précoces, tout ce que vous voudrez, ça m'a marqué. Mais ça, on ne fabrique pas l'Europe seulement à partir de ce type d'expérience, il y a beaucoup de voies. Donc, mais cela dit, si on veut quand même pour refonder l'Union et pas simplement encore arriver à faire la fédération qu'on rêvait de devenir, la question des ressources spirituelles est fondamentale. Elle est fondamentale. Il faut d'une façon ou d'une autre régénérer nos idéaux humanistes, apprendre à nouveau aux jeunes à aimer l'Europe, difficile combat, n'est-ce pas? À aimer l'Europe, vouloir enrichir notre Europe à l'épreuve du regard des autres, peut-être pas ceux des Azéris qui nous donnent des leçons en Nouvelle-Calédonie, mais d'autres qui donnent des leçons positives. Bref, redonner quand même sens à notre projet de communauté politique. C'est pourquoi la formule de Monnet, et j'aime beaucoup Monnet par ailleurs, me paraît aujourd'hui insuffisante. Et tout ceci nous amène dans une contribution à une civilisation mondiale. Merci beaucoup, Philippe Herzog, pour avoir partagé cette vision avec l'ensemble de nos auditeurs. Alors, pour faire le lien, en fait, Philippe, vous avez évoqué un certain nombre de problématiques qui sont devant nous et des choses qu'on doit résoudre. Et c'est vrai que le livre de confrontation, en fait, est en résonance avec ces problématiques, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein, puisqu'en fait, pour vous dire très très succinctement la genèse de ce livre, on pressentait il y a un an que ces élections allaient être compliquées, difficiles, phagocytées par un certain nombre de choses désagréables, et on s'est dit c'est bizarre parce que nous on voit plein de gens dans nos colloques, dans des débats qui sont intéressés par l'Europe, et il suffit souvent de tendre le micro pour s'apercevoir que c'est un sujet qui intéresse les gens, contrairement à ce que l'on croit. Donc on s'est dit en juin dernier, on va ouvrir une plateforme citoyenne en ligne et on va voir les sujets qui intéressent les gens en leur demandant de nous faire leurs propositions pour l'Europe de demain, 2024-2030, mais peut-être même plus loin, parce qu'il y a des choses, comme vous le disiez très justement, qui vont prendre beaucoup de temps dans les transformations qui s'annoncent. Et en se disant, voilà, qu'est-ce qui va remonter comme sujet? Est-ce que l'immigration va être en premier? Est-ce que la sécurité? Est-ce que, etc., etc. Et on a été agréablement surpris et un peu touché des sujets qui sont remontés et qu'on a essayé de classer, qu'on a essayé de serrer. Et à partir de ces sujets seulement, on a fait travailler des experts en disant, voilà, ce qui intéresse les gens, c'est ça, ça, ça. Quelles propositions fondées, étayées, justes, timées, on peut faire par rapport à ces sujets. Et donc, il y a 3 grands chapitres qui ont émergé et 3 grands sujets, thèmes qui visiblement intéressaient nos participants à cette plateforme citoyenne. Premier sujet qui peut paraître étonnant, mais pas quand on vient d'écouter Philippe, qui est la gouvernance de l'Europe. Comment on refonde cette gouvernance? On sait très très bien qu'à 27, c'est beaucoup plus compliqué qu'à 6, et donc à 35, ça sera encore plus compliqué. Comment on fait? Ou en tout cas, quels moyens on met en œuvre pour faire en sorte que tout cela fonctionne mieux? Ça, c'est le premier grand chapitre. Deuxième grand chapitre,
ce sont les transformations auxquelles on doit faire face. Et ces transformations, bien évidemment, climatiques, digitales, mais aussi industrielles et sociales. C'est-à-dire que les quatre doivent être au même niveau et ne doivent pas jouer les unes contre les autres, mais les unes avec les autres, en même temps que les autres. Et puis, dernier point, et je vais laisser enfin la parole à Michel, sur qu'est-ce qui constitue le fait que nous sommes tous des Européens? C'est quoi nos biens communs? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? On n'est pas américain, on n'est pas chinois, on n'est pas russe, on est européen, français, italien, etc. Qu'est-ce qui fonde notre unité européenne? Quels sont nos biens communs et qu'est-ce qu'on a envie de partager? Et là aussi, ça va de la culture, l'éducation, la formation, mais aussi la préservation de l'eau, parce que voilà, c'est aussi un continent qui est irrigué et on doit le préserver pour l'ensemble. Donc voilà comment on a constitué ce livre de propositions en gardant à l'esprit, et là je passe la parole à Michel, ce qui fait l'ADN de confrontation, et là où on a envie de montrer qu'il y a des solutions, il n'y a pas que des problèmes, il y a des choses à mettre en œuvre, et il y a des gens de bonne volonté qui sont là pour aller un peu plus loin et pour aider à transformer cette union. Merci beaucoup Corinne, et merci surtout à Philippe. Moi j'ai bu comme du petit lait les propos de Philippe, et j'ai apprécié notamment, mais ça c'est un peu la marque de fabrique si tu me permets Philippe, ta capacité d'incarner la confrontation. C'est-à-dire que tu pèses dans ton propos à la fois l'argument et le contre-argument avant de donner ta position. Et ça c'est l'intérêt d'une démarche intellectuelle, voire philosophique, ouverte. C'est-à-dire qu'à un moment où la politique elle est affirmation, elle est violence par rapport à celui qui n'a pas l'idée qui était mise, je crois qu'on a tous intérêt à se pénétrer encore de cette capacité d'écouter, de raisonner, avant peut-être de prendre position. Et ça, moi, je suis frappé dans cette campagne européenne sur le fait que, d'abord, on a une campagne, mais vous le vivez comme moi, quand même assez médiocre sur le fond, qui parfois ne parle pas d'Europe, même souvent ne parle pas d'Europe. Quand le petit Duhamel, journaliste, interroge Madame Bardella et Madame Hayé et Monsieur Bardella, lapsus, pendant une demi-heure sur le décès du petit Matisse, qui est un vrai sujet de société, mais c'est pas un sujet européen. Donc on n'invite pas deux candidats aux élections européennes pour parler d'un sujet intérieur, fût-il un sujet grave. De la même manière, y aurait-il dans les jours à venir un débat entre le président de la République et Madame Le Pen, qui ne sont pas candidats au Parlement européen? Ça me semblerait complètement déplacé par rapport à l'échéance. Donc on ne parle pas des propositions des partis et des listes, mais on en fait un scrutin de mid-term avec tous les dangers que ça peut représenter, y compris pour le président de la République. Ça veut dire que je pense qu'il y a danger à rentrer dans une logique de confrontation de mid-term pour tous les acteurs. Et deuxième élément qui est un constat aussi, c'est que nous on avait avec Corinne et toute l'équipe travaillé sur ce livre, 30 idées pour 2030, avec l'idée qu'il fallait justement irriguer les partis politiques et les listes de propositions concrètes, précises. Et pour tout vous dire, on les a amenés à réagir. J'ai signé un courrier à toutes les têtes de liste, en disant voilà les propositions d'un think tank, qu'est-ce que vous en pensez? Faites-nous un retour. Et donc on va peut-être publier, on verra c'est le nombre de retours, de réponses qu'on aura, mais on va peut-être publier tout ça de manière transparente. C'est le rôle d'un think tank. Mais qu'est-ce que c'est compliqué de faire fonctionner un think tank ou une maison de l'Europe, comme la maison de l'Europe de Paris, en 2024. La culture citoyenne que Philippe évoquait in fine, elle est aujourd'hui de plus en plus compliquée. Tout ce terreau, et vous avez tous vécu ça avec moi, de débat sur l'Europe, d'engagement, de passion autour du sujet européen, il est aujourd'hui complètement hors du scope, notamment par rapport aux jeunes générations. Les 18-25 voteraient, j'emploie le conditionnel, majoritairement pour Bardella. Est-ce que c'est sur des idées? Est-ce que c'est sur le look? Est-ce que c'est sur autre chose? Voilà, donc on est dans un schéma qui est complètement délirant, où la politique se fait encore plus que d'autres scrutins sur une perception, un ressenti. Et donc comment arriver à reparler d'Europe? Alors moi j'ai une critique de fond, mais ça c'est très personnel, c'est sur le changement de mode de scrutin. Les élections européennes passées, certaines ont été organisées à la maille des régions. Et l'intérêt d'avoir des députés européens ancrés dans les régions, moi je me rappelle dans ma jeunesse, un député européen que tu as peut-être connu, qui était du côté de Béziers, qui s'appelait Sutra de Germa, Georges Sutra de Germa, il était en face des Antilles
adhésion du Portugal et de l'Espagne, il allait au contact, il était présent sur le terrain, il faisait des permanences. Est-ce que vous avez, vous, des comptes rendus de mandat des députés européens sortants? Est-ce que vous allez vous positionner par rapport à ces comptes rendus de mandat? Ben non, ils ont été étonnamment absents, mais on les comprend, puisque la désignation pour être reconduit relève de l'état-major de leur parti. Donc il vaut mieux passer du temps au siège des partis respectifs plutôt que de travailler sur le terrain et de se tourner vers les citoyens et de leur parler d'Europe. Donc on est dans quelque chose qui est complètement vertigineux. On a eu, il y a 2-3 ans, une consultation sur l'avenir de l'Europe. Et je me suis étonné à ce moment-là que peu de députés européens aillent porter cette consultation. Et donc on est rentré dans un drôle de système démocratique où une consultation sur l'avenir de l'Europe, c'est une plateforme digitale pilotée par la Commission européenne où il y a quelques aficionados qui vont envoyer des messages en disant « moi je pense ça et je pense ça ». C'est pas satisfaisant. Où est la dimension territoriale, corps à corps, que la politique suppose? La politique, telle que je l'ai connue moi, j'ai pas eu un mandat comme Philippe, mais c'est une rencontre avec des gens. C'est des salles où éventuellement on se fait challenger, mais il y a cette dimension qui a complètement disparu du paysage. Donc, cette élection, elle va donner quelque chose de particulier. C'est malheureusement pas le cas dans tous les... C'est heureusement le cas mais en France, mais dans d'autres pays européens, la campagne se fonctionne différemment. On a un numéro 138 de la revue qui va être consacré à la campagne européenne dans une dizaine d'autres États européens. Donc pour ceux qui sont adhérents, confrontation, vous le recevrez. Pour les autres, n'hésitez pas à adhérer. Et donc dans d'autres pays européens, il y a des pratiques démocratiques différentes. Donc grand paradoxe pour la France, qui parfois donne des leçons d'état de droit, y compris en regardant vers l'Est, mais qui peut-être dans sa pratique elle-même de la démocratie et de l'état de droit n'est peut-être pas exemplaire. Posons-nous des questions. Quand on défend la liberté de la presse partout en Europe, et quand certains journalistes ont des difficultés où on va rechercher leurs sources et tout, est-ce qu'on est sûr qu'on est exemplaire en matière de liberté de la presse? C'est-à-dire, faisons l'inventaire de tous les sujets où on peut se poser nous-mêmes des questions. Et deuxième élément qui, moi, me pose un sujet, c'est que l'Europe, bien entendu, peut-être que je l'ai connue, tu rappelais Corinne mon passé, les grandes victoires que EDF a pu avoir au niveau européen, c'est celles qu'on a bâties sur l'écoute des autres États membres, sur l'écoute des autres pays, sur les parlementaires, et j'en connais certains, qui étaient d'autres nationalités et qui pouvaient, à côté de nous, défendre le nucléaire. Ça, étant sûr que sur tous les dossiers économiques, industriels et autres, la France, elle est dans une posture de chercher le compromis, le consensus, en tout cas le moyen d'embarquer une majorité. Et c'est simplement une observation, mais on ne pourra pas indéfiniment voir l'Europe comme la France en grand. La France, elle doit penser l'Europe en grand, mais elle doit, pour gagner la partie, avoir une stratégie et des lectures qui amènent à comprendre comment l'Allemagne a, par exemple, un fonds culturel sur tel ou tel sujet, et comment on ne pourra pas les faire arriver à un point qui est le point que nous souhaitons si on n'a pas, à un moment donné, une concession ici ou là. Donc tout ce travail qui est au cœur de l'approche diplomatique d'un grand État comme la France, ben ça aussi, ça fait partie des chantiers qu'il faudra qu'on mène dans les 5 ans qui viennent, et au-delà, si on a envie de gagner les parties. Alors on peut passer en force sur tel ou tel sujet, mais les victoires momentanées créent beaucoup de ressentis chez nos voisins. Et donc ça veut dire que ça nous éloigne du point d'équilibre. Philippe a été député européen, j'ai vécu le Parlement européen pendant 30 ans. Les parlementaires ou les rapporteurs qui gagnent les partis, c'est ceux qui savent écouter. Les shadow rapporteurs, les membres de notre groupe. Donc cette capacité-là, il faudrait qu'on se pose la question de la retrouver au niveau de la dynamique européenne. Donc point d'alerte sur le fonctionnement de nos propres systèmes démocratiques. Dernier point peut-être, mais parce qu'on est en transparence, c'est que je pense que pour tout ça, il faut qu'on ait aussi une ambition pour l'influence française, mais qui passe par des outils. Un seul chiffre, le Bundestag en 2023 a financé à hauteur de 640 millions d'euros les grandes fondations politiques allemandes. Ça n'est pas anormal. C'est-à-dire que les Allemands croient que le soft power, ça existe, c'est important, et qu'il faut en faire un élément pour porter le message ou les intérêts au sens noble du terme allemand. Nous avons en France un rapport de 1 à 50. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les structures, les fondations, les laboratoires d'idées, les associations européennes et autres sont financées, mais de manière complètement médiocre.
Et après, on va se plaindre. On a entendu ici ou là que les Allemands, ils sont très influents à la Commission européenne. Ne le répétez pas. Mais la Commission européenne est allemande. Ben non, la Commission européenne, elle n'est pas allemande. La Commission européenne, simplement, il y a un certain nombre d'acteurs qui font partie de l'écosystème bruxellois, qui sont présents, alors que les Français rament et fonctionnent de manière artisanale. Donc moi, je me permets quand même d'appeler l'attention là-dessus, tout simplement pourquoi ? Parce que c'est un gap entre la posture, le drapeau européen qui est mis en avant, et la réalité concrète. C'est-à-dire qui fait le lien, le pont avec les citoyens. Vous avez tous les deux porté pendant des années cette croix qui consiste à faire le lien, le pont entre les citoyens, les sujets européens. Mais on voit bien que ce modèle, est-ce que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, confrontation ou d'autres, ou les autres seront là? Les maisons de l'Europe aujourd'hui vivent en France uniquement dans les endroits où il y a des grandes métropoles qui peuvent avoir des budgets pour les financer. Les 38 maisons de l'Europe sont toutes fragiles et il y a dans les territoires, notamment ruraux, des maisons de l'Europe qui vont disparaître. Donc, qui portera les sujets européens dans ces territoires? On ira pleurer en se disant c'est le RN qui parle de l'Europe? Ben oui, parce qu'on n'aura pas entretenu ce tissu associatif qui permet de débattre des sujets, de mettre en discussion. C'est un peu trivial comme discussion, mais je pense qu'il faut l'évoquer parce qu'on est en plein dans un sujet politique. Sinon, on va se placer au niveau d'une réflexion et du débat d'idées, mais sans se rendre compte que le débat d'idées, il faut le porter, le structurer. Encore une fois, regardons le modèle allemand, il n'est pas parfait, il suppose des critiques, mais quand on voit les grands acteurs du débat d'idées en Allemagne, on se dit que le rapport de Yves Saint-Jour, qui est un ambassadeur qui en 2016 a rendu au Premier ministre un rapport sur l'influence française, il garde pleinement son actualité. On a commis avec une trentaine d'amis une tribune dans Le Monde qui s'appelle « Grandeur et misère de l'influence française ». On est là aujourd'hui. Donc il faut que tous on porte ce message et qu'on challenge un petit peu nos amis politiques qui ont des mandats en disant « c'est très bien ce que vous dites, on est parfaitement en phase, mais en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance ? Comment on fait que tout ça, ça fonctionne, ça circule, et qu'on ne soit pas obligé de vivre. Et puis un deuxième élément que j'aimerais évoquer aussi, et devant Philippe, c'est que la grande chance, c'est que ta génération, tes amis connus à Polytechnique, c'était aussi des patrons d'entreprise engagés et européens. Et un des éléments de succès qu'avec Claude vous avez réussi, c'est parce qu'ils croyaient à l'Europe, ils portaient l'Europe, ils étaient capables d'accompagner une structure comme confrontation. Aujourd'hui, on a dans beaucoup d'entreprises des cost-killers qui n'ont pas d'idéologie. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'âme, mais en tout cas, ils ne sont pas aussi orientés comme la nécessité. Pour être clair, pour un Jean-Pierre Clamadieu, pour un Philippe Val ou pour quelques patrons de ce type, on a malheureusement dans beaucoup d'entreprises françaises des gens pour qui on a l'impression, quand on parle d'Europe, de parler de quelque chose qui alors a des années-lumière, quoi. Ça pose un sujet aussi, parce que les mêmes patrons qui sont capables vis-à-vis de leurs salariés de parler d'Europe, ça fait des centaines de milliers de personnes, de travailleurs qui sont concernés par les sujets européens. Si au niveau de la tête des grands groupes privés ou publics, le sujet est perçu comme un sujet exogène, il ne faudra pas s'étonner si à un moment donné on a une inculture accompagnée par le fait que la presse est de moins en moins au rendez-vous, et l'école, comme Philippe l'évoquait, et donc on a tout ce schéma de déconstruction. Donc c'est pas pour être négatif que je dis là, c'est simplement il faut qu'on y aille, qu'on redresse la barre, et surtout qu'on n'hésite pas à nommer les sujets qui posent problème. Moi je n'hésite plus à le faire, j'ai passé la barre des 60 ans, donc on a la liberté de parole acquise à cet âge-là, et il faut arriver à nommer les difficultés, les problèmes, et surtout à souligner parfois l'incongruité entre le discours et la pratique. Sinon, ça ne le fait pas. Mon propos s'adresse aussi, quand je dis ça, à la Commission européenne. Quand la Commission emploie des concepts, des mots, de la vulgate, et derrière, rien ne se réalise pour le citoyen, on voit bien que ça désespère l'Europe, parce qu'on a un écart entre le discours, la doxa, la projection, et puis ce que les gens concrètement perçoivent. Et ça, c'est mortel. C'est mortel. Un propos, un engagement politique doit se traduire dans un délai relativement court et de manière assez fidèle par rapport à la promesse. Philippe évoquait l'Union des marchés de capitaux, 2015, beau projet, très bien construit. On a fait un séminaire à Bercy en lien avec Emmanuel Moulin, qui était à l'époque directeur du Trésor. Mais l'Union des marchés de capitaux, elle souffre
d'une absence de réalisation, d'une difficulté de mise en œuvre. Et donc si on continue pendant des années de réutiliser le concept en même temps que les nationalismes économiques de chaque pays font qu'on n'avance pas d'un pas, ça va poser une difficulté parce que ça va désespérer, non pas Billancourt, mais ça va désespérer un certain nombre d'acteurs qui croient aux investissements massifs dans la transition numérique, écologique et dans toute une série de chantiers. Donc voilà, il faut aussi marquer du doigt tous ces éléments. Un autre exemple sur le nucléaire. Il a fallu attendre février 2024 pour avoir le lancement d'une filière sur les petits réacteurs nucléaires, sur les SMR. Et au même moment, le 14 février, où la Commission européenne lançait la filière sur les SMR, Westinghouse faisait signer en Pologne, en Hongrie et en Roumanie des MOU pour développer la technologie SMR. Donc comment peut-on le même jour dire on fait une filière européenne et avoir une présence concrète? C'est les mêmes États qui étaient à Bruxelles pour signer la filière SMR laisser leurs industriels contracter avec un opérateur américain. Donc on est contradictoire. On reçoit un Xi Jinping et dans le même temps, ça fait 15 ans que les Chinois rachètent par morceaux les réseaux électriques partout en Europe, Portugal, Italie, Grèce. Et donc pourquoi ne pas nommer cette emprise? Pourquoi ne pas en faire un sujet politique? Et pourquoi, quand on emploie le mot de souveraineté, d'autonomie stratégique, vérifier que ce n'est pas des mots creux. La souveraineté industrielle ou économique suppose que, par exemple, on est à travers des financements, des moyens de financement autonomes dignes de ce nom. Si demain, notre parc nucléaire, les EPR2, 6, 12, 24, selon les propositions des partis, c'est les Républicains qui, mardi à Grenoble, ont annoncé, c'est Lidimar, qu'ils étaient pour 24 EPR. Ça fera peut-être un peu beaucoup. Voilà, donc voilà, mais on peut avoir en vidéo. Mais la question du financement va se poser, hein, puisque ni l'État ni EDF ne pourront autofinancer. Donc on aura une question derrière de savoir si la souveraineté électrique ou énergétique peut supposer d'être financée par des États extra-européens. C'est une vraie question entière. Donc voilà mes quelques remarques de lancement, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. Dernier point, à la lecture du livre de Philippe que j'ai parcouru avec attention, c'est tout ce que tu dis sur la dimension culturelle, l'enseignement, notamment des religions. Tu soulignes ce point comme étant un point important. Tu rejoins, moi, la grande dame à laquelle j'ai succédé à la Maison de l'Europe, Catherine Lalumière, qui souvent, sur ces sujets-là, a marqué le point comme un point fondamental. Et aujourd'hui, on a là aussi un grand chantier devant nous, avec bien entendu des questions de culture, d'éducation, qui sont au cœur du projet, et où on entend pas grand-chose dans les programmes actuellement en discussion. Hein. Je veux dire, c'est le sujet qui passe complètement hors des radars. On préférera parler d'autres sujets, alors que, certes, l'éducation et la culture ne font pas partie des compétences communes. Mais quand on voit les scories budgétaires qu'il y a actuellement dans le budget européen 21-27 sur la culture et l'éducation, on se dit que c'est vraiment pas possible. Il faut en faire une vraie revendication et le mettre comme élément central dans les programmes politiques et dans les ambitions de la future Commission européenne. Donc voilà, des quelques petites observations un peu en désordre par rapport à ton propos liminaire. Merci infiniment à tous les deux. On va faire passer un micro dans la salle. Je pense qu'il y a des questions qui vont émerger. J'en vois une, j'en vois deux. J'y vais, t'embête pas. Vas-y. Alors, je vais me mettre là. Ah, ça c'est un petit peu rempli. Michel Péquignot, je vote pour l'Europe, évidemment. Moi, j'ai deux remarques. D'abord, est-ce qu'on n'a pas loupé le début, en le sens qu'on a pensé démocratie et on a traduit unanimité dans les décisions. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. L'unanimité, ça n'a jamais été la démocratie, même si ça peut être recherché. Et la deuxième chose, c'est que quand on interroge des professions, on a toujours l'impression que les gens sont tout à fait d'accord pour l'Europe, mais pour les autres. Hein, vous demandez aux notaires, ah oui, c'est formidable, l'Europe c'est formidable, mais pas pour les notaires. Les avocats, ah non, mais c'est formidable, mais pas pour les avocats. Donc on a l'impression que l'Europe c'est bon pour les autres, mais jamais pour soi. Et donc peut-être que même quand on avait
eu la conférence sur l'énergie nucléaire et que j'avais posé naïvement la question de savoir pourquoi on ne faisait pas des petits OPR, EDF qui était représenté, ou Enedis, je ne sais plus qui, a dit ben non, parce qu'il faut faire des gros, parce que les petits, ça ne va pas. Puis finalement, maintenant, on se dit il faut peut-être faire des petits. Donc, on a toujours l'impression qu'on est décalé. Hein, il faut faire les deux, oui, bien sûr. Oui, on prend une autre question. Oui, oui, oui. Oui, donc merci pour tous ces propos qui sont passionnants. Et je voudrais poser une question à Michel Dordevé. J'ai très bien compris effectivement la logique de liste régionale. Bon, on avait parlé déjà lors d'une autre réunion pour les rapprochements des scrutins nationaux pour l'Europe, de listes préférentielles où quand même le citoyen a le droit de modifier l'ordre sur les listes, c'est-à-dire que ce n'est pas le chef de parti qui décide pour les citoyens. Et puis, il y a autre chose également. Lors d'une réunion, justement, à la Maison de l'Europe, il y avait, je crois, une politique qui était là, c'était il y a un an. Il était pratiquement certain que nous aurions des listes transnationales. Et paf, en un an, c'est tombé complètement à l'eau. Moi, ça me semblait un peu bizarre parce que je me disais, j'ai l'impression qu'on en parle, mais on n'a pas mis techniquement en place ce système. Est-ce qu'il y aurait des partis transnationaux, etc. Quelles seraient les modalités? Et puis finalement, bon, ça a échoué. Alors peut-être que pour la prochaine mandature, il faudrait peut-être se préoccuper de ça, mais immédiatement pour que ça ne tombe pas à l'eau dans 4 ans. Et donc un petit peu quelle serait donc la philosophie, le lien entre ces listes transnationales et ce rapprochement du député européen, du citoyen au niveau régional. Et peut-être une réflexion que je voudrais faire, c'est que s'il n'y a pas de souveraineté européenne, il faut peut-être commencer par une chose, l'Europe on l'apprécie quand on en sort. Parce que là, on se sent complètement étranger, c'est presque exotique. Et puis finalement, quand on s'en rapproche par cercle concentrique, bon, moi je vais souvent en Ukraine, bon alors là je peux vous dire une chose, c'est sur le compte de mon épouse, c'est le minimum parce qu'on se méfie. Et puis on arrive en Roumanie, ah ben on se méfie un peu moins, on se sent plus, un peu plus chez nous. Puis quand on arrive dans l'Europe de l'euro, là on se rend compte qu'on a un élément de souveraineté, c'est une monnaie unique, c'est un élément de souveraineté. Et puis, finalement, on arrive dans son pays, puis dans sa région, etc. Mais peut-être qu'on devrait donner le sentiment d'une identité européenne. Et je trouve que quand on sort de l'Europe, cette identité européenne, on la sent mieux. Et peut-être un projet concret que j'aimerais bien voir, parce que quand je vais à l'étranger, une chose que j'adore, c'est regarder les télés étrangères, et notamment les chaînes nationales et les infos, parce qu'on a vraiment le sentiment qu'on va comprendre la pensée des autres Européens. Et aussi une chose, c'est que ça nous renvoie l'image que les autres ont de nous. Ça, c'est passionnant. Et je rêverais de cette télé où on pourrait voir les infos des autres pays, et peut-être que ça serait, bon, avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, pouvoir choisir même en sous-titres la langue qui nous plaît. Bonjour, Jean Mariani. Voilà, M. Philippe Herzog a parlé de refondation de l'Europe. Bon, là, je pense que tout le monde est d'accord, parce qu'à l'origine, l'Europe a été fondée pour mettre fin aux guerres entre les différents pays, surtout la France et l'Allemagne, pour établir une économie commune, n'est-ce pas, qui aurait été plus forte par rapport aux autres économies. Mais là, je pense qu'on est en train de s'écarter de plus en plus du but, puisque l'Allemagne, par ses ambitions en Europe de l'Est, est en train de replonger dans des guerres, alors qu'au départ, c'était fait pour mettre fin aux guerres. Et heureusement, on n'a pas eu de guerre depuis 2 générations maintenant. Et en ce qui concerne, comment dirais-je, l'économie, on est de plus en plus envahi par les produits chinois, sud-américains, etc. Je ne parle même pas de la culture. Alors je me demande si on ne devrait pas, dans ce projet de refondation de l'Europe, introduire, entre autres, le référendum populaire, hein, d'une part, et d'autre part, mettre dans la Constitution européenne, puisqu'on met des tas de choses dans la Constitution française, y compris des choses qui n'ont rien à y voir, qu'on ne pourrait pas mettre dans la Constitution européenne la priorité, n'est-ce pas, économique aux pays membres, et également l'accent sur la culture, parce que ce qui fait l'Europe, ce qui a fait l'Europe au Moyen-Âge, c'était la culture. C'est une culture basée sur une tradition judéo-chrétienne qui est en train d'être perdue. Voilà, donc référendum populaire
et dans la Constitution, priorité aux pays européens pour l'économie, de façon à ne plus être envahi par tous ces produits qui viennent de pays qui ne respectent même pas nos normes sociales et écologiques. Moi, je vais peut-être un peu dans le désordre prendre la question de monsieur sur le mode de scrutin. Donc, on aura sans doute, comme député européen élu en France, un député européen italien, Sandro Gozzi. On aurait pu avoir, puisqu'il s'était mis en position d'être le tête de liste en France, le patron du PS belge, qui était cité il y a 6 mois, 7 mois, ça ne s'est pas fait. Et donc ça veut dire que oui, effectivement, on n'a pas des listes avec des personnalités européennes à ce stade. Mais pourquoi? Parce que je pense que la grande difficulté, c'est de faire vivre, c'est des partis transnationaux. Hein. Certains connaissent ça ici mieux que moi, mais autant au Parlement européen, il y a des groupes qui rassemblent des nationalités différentes, autant la structuration partisane transeuropéenne n'existe pas. Ça donne envie déjà. Et donc, j'entends Claude quelque part. Il y a un micro qui doit être ouvert. Et donc, oui. Donc, ça veut dire que ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse sur les médias. Il y a une très mauvaise nouvelle qui est tombée il y a quelques jours. C'est le fait que Euronews, qui était basé à Lyon, qui aurait pu être un média pleinement européen qui challenge les différentes chaînes nationales, a été racheté, mais a été racheté par un Portugais proche de Kretinsky, d'Orban, lapsus. Et donc, ça veut dire qu'on avait l'embryon de seule chaîne européenne qui a basculé dans la main des anti-européens. Alors, il y a une proposition qu'on a faite dans le livre et qui a été reprise par le président de la République, donc on en est ravis, qui est de faire d'Arte une plateforme capable d'accueillir du contenu culturel européen. Parce qu'aujourd'hui, les grandes plateformes qui véhiculent du contenu, elles sont américaines. Et donc, si on arrivait à développer, Arte existe, c'est une chaîne européenne, en tout cas de racines européennes, on pourrait très bien envisager de monter en gamme et d'en faire une plateforme européenne. Cette proposition a été inscrite parmi les 30 idées pour 2030 et elle a été reprise par le président de la République. Donc voilà, j'espère qu'elle sera portée au-delà. Et peut-être avant de laisser Philippe compléter, une réponse par rapport à M. Péquinet. Oui, alors les normes, c'est très amusant, les normes, parce que tout à l'heure, c'était évoqué par ailleurs, mais les normes, on est dans un schéma complètement fou, c'est-à-dire que le patronat français, enfin certains membres du petit patronat français, pas le MEDEF en tant que tel, développent un discours sur les normes, trop de normes, en oubliant le fait que la norme, c'est la puissance, et que si on n'est pas capable d'établir dans tel ou tel secteur des normes, et si les Européens, pas les Français, ne gagnent pas cette apanaille normative face aux Chinois et aux Américains, on va être simplement dans une dépendance technique. Donc ça, il faut le rappeler de manière convaincue, mais c'est pas évident parce qu'on véhicule encore cette idée que l'Europe, oh là là, il faut pas qu'elle s'occupe de mon camembert, il faut pas qu'elle rentre dans les détails. Et ça, c'est un discours qui est imprégné dans l'opinion. Pourquoi ? Parce qu'il a été porté par des leaders politiques de toute sensibilité depuis 20-30 ans. Donc ça veut dire que ce n'est pas uniquement le RN qui a développé récemment le discours anti-normes. On a eu des leaders de formation extrêmement respectables, mais qui ont facilement renvoyé cette image de la bureaucratie bruxelloise, alors que vous avez, je le rappelle, Jacques Delors l'avait évoqué, je crois, à l'époque, moins de fonctionnaires à la Commission européenne qu'il y en a à la ville de Paris. Ça ne veut pas dire qu'il y a trop de fonctionnaires à la ville de Paris. Mais non. Vous ne m'entraînerez pas là-dessus. Le président de la Maison de l'Europe ne pourrait pas suivre un raisonnement de ce type. Mais simplement, on a besoin dans beaucoup de domaines d'avoir de l'expertise, de la compétence, et y compris la Commission, parce qu'aujourd'hui, on a des domaines où la Commission est orpheline. Donc, s'il n'y a pas dans un certain nombre de DG des collaborateurs compétents, ce sera les lobbies dans tel ou tel secteur qui, eux, pèseront de tout leur poids. Je vous rappelle que Bruxelles, c'est la 2e place d'influence dans le monde après Washington, 50 000 lobbyistes. Donc on voit bien que, voilà, il y a de ce point de vue un risque majeur. Et Philippe, peut-être... Oui, quand on en sort, on apprécie l'union, effectivement. D'ailleurs, un élément nouveau de la dernière période, c'est que
dans les grands partis, y compris le RN en France, il n'est plus question de quitter l'Union. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des avantages à y rester, que c'est pas simple. Enfin, il y a des risques à prendre si on en sort, d'abord, surtout. Il y a des risques à prendre si on en sort, parce que c'est quand même un élément qui a apporté certains éléments de sécurisation. L'euro était cité comme... L'euro est un atout. Après, ça dépend comment on fait la politique monétaire. Peut-être déjà dire un mot là-dessus. Mais c'est un élément, un bien commun, pour employer ce mot très important. Donc, quand on en sort, on prend des risques. Néanmoins, je pense qu'il faudra gommer la différence entre intérieur et extérieur un peu. Je ne suis pas tout à fait pour les cercles concentriques, mais je pense qu'on ne peut pas continuer indéfiniment comme ça et que, de toute façon, il faudra inventer une sorte, il le cherche, de communauté politique européenne. Les mots sont toujours galvaudés, hein. Mais on a propos, c'est Macron qui utilise des mots, puis après, bon, on ne sait pas trop ce que ça donne. Il s'agit de pouvoir discuter et coopérer avec des pays voisins sans forcément les faire entrer dans l'Union. Pas seulement dans notre intérêt, mais aussi dans le leur. Parce qu'entrer dans l'Union, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, on ne peut pas continuer à fédérer sur un seul schéma. Je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit maintenant. Et d'ailleurs, je rêvais il y a quelques années, avant qu'éclate la guerre en Ukraine, que quand le grand cercle des proches de l'Europe, un Italien disait d'ailleurs, qui était président de la Commission, on va peut-être me rappeler son nom, le cercle des amis. Je n'utiliserai pas cette expression, mais disons le cercle des voisins. Nous avons des difficultés de politique de voisinage majeures avec tous les pays autour, et je rêvais il y a quelques années d'incorporer dans un cercle des proches avec qui nous avons des accords de coopération denses, notamment en matière de sécurité, la Russie, la Turquie, la Grande-Bretagne. C'est des gros, mais on les aimerait mieux dans des cercles avec qui nous avons des accords, pas simplement de libre-échange, mais de coopération en matière géopolitique. Ce serait important. Évidemment, on n'en est plus là maintenant. Néanmoins, la configuration de l'Europe ne doit pas être vue simplement pour ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors. J'abrège. Alors, à propos de la refondation, non, il y a beaucoup... On s'écarte du but, pas tout à fait. Je disais tout à l'heure que, avec Draghi en particulier, pour tout dire, j'aimerais bien que ce soit Draghi qui soit président de la Commission. Et surtout pas Van der Leyen. Pour X raisons, parce que Van der Leyen porte les intérêts économiques et financiers allemands avant tout, et américains par-dessus le marché. Oui, non, c'est vrai. Donc, il faut savoir qui on nomme dans des postes dirigeants. J'en profite pour en parler. Mais si on prend la notion de refondation, donc il faut la muscler, il faut répondre, malheureusement, ça viendra qu'à l'été, comme par hasard, c'est-à-dire ce sera noyé alors que tout le monde aurait pu s'emparer du sujet. Mais c'est à l'ordre du jour. Le marché doit être réformé, c'est incontestable. Le marché a ignoré les biens publics. Le marché n'est pas bâti pour l'énergie, pour l'investissement de long terme. Il est myope, c'est le règne de la concurrence. Les coopérations sont inhibées. Tout ça, on sait des années de bataille là-dessus. Donc il y a normes et normes. Il y a la qualité des normes. Oui, édicter la norme est une puissance, mais quand il y a un abus et quand il y a des biais incorporés, et c'est le cas, tu connais bien sûr le cas des économistes fameux d'EDF, mais si on remonte à Maurice Allais a appris quand même au monde entier que les industries de réseau qui portent l'intérêt général ne peuvent pas être régulées comme les autres. Or, l'Union, c'était de l'hébreu quand je racontais ça à la Commission européenne. Ils n'y comprenaient rien. Il ne faut pas sous-estimer ce que j'appelle l'analphabétisme économique des dirigeants. Il ne faut pas sous-estimer. Donc le marché est bâti en biais. Et j'ai vécu aussi, d'ailleurs, l'intrusion des juges. Il y a aussi quand même des abus d'intrusion des juges dans des domaines qui ne sont pas des compétences. D'ailleurs, Monti, que j'aime bien par ailleurs,
en a profité pour se mêler des affaires fiscales au nom du principe de non-discrimination. Et la Cour de justice étend son domaine au-delà des compétences de l'Union, ce qui est quelque chose de tout à fait aberrant, parce que ça veut dire qu'il supplée au politique. C'est la carence du politique qui est derrière. Le politique étant incapable d'établir des règles d'intérêt général, les juristes s'en mêlent, et je ne vois pas pourquoi je donnerais le pouvoir aux juristes, parce que les juristes, ils peuvent faire de sacrées bêtises. On ne bâtit pas des sociétés par le droit. C'est très important, le droit. Mais le droit est toujours interprété. Et si le droit ne porte pas des possibilités de solidarité, il n'est pas bon. Donc la réforme du marché est une question énorme. Et Monti, d'ailleurs, on s'est entendu là-dessus. On a réussi à faire, finalement, dans mon rapport sur les services publics, j'ai trouvé un allié après avec Monti, qui a fait il y a 10 ans un rapport sur les dimensions sociales, industrielles et autres du marché, rapport qui n'a pas été utilisé, et on a fait inscrire dans le traité de Lisbonne la co-responsabilité des États et de l'Union en matière de services publics. Un élément de droit qui n'est jamais utilisé, mais qui est quand même inscrit dans le traité de Lisbonne. Donc le droit, voilà quelques propos complémentaires sur le problème du droit, et évidemment, vis-à-vis de l'extérieur, je pourrais aussi faire un roman de la façon, parce que j'ai vécu les débuts de l'OMC, j'étais avec Pascal Lamy, c'était extrêmement formateur. On a voulu imposer au monde extérieur, il y avait de bonnes... D'abord, j'étais pour, forcément, parce qu'on discutait enfin, dans un aéropage politique, tous les États représentaient des normes et des différends en matière de normes. Sauf qu'il y a des gens qui viennent discuter des normes qui sont plus équipés que les autres pour les promouvoir, les Américains, les Européens, qui ont fait alliance d'ailleurs. On a voulu imposer les mêmes normes que celles du marché dans le domaine de l'agriculture. On s'est fait, évidemment, c'est une grossière erreur. On a oublié, on n'a pas pu introduire les normes environnementales, donc ça c'est venu après. Mais surtout, on s'est fait refouler par les pays, l'Inde en tête d'ailleurs, à propos des normes sur l'investissement étranger et sur la politique de concurrence, où là, il y a eu un tir de barrage général. Parce que les règles de la concurrence, l'interdiction des aides d'État, tous les pays qui cherchent à bâtir des industries ont besoin d'aides d'État. Donc, c'est une discrimination négative. Donc, la politique de concurrence n'a pas pu faire l'objet de normes internationales, et tant mieux. Et quant à l'investissement étranger, c'était l'idée, il faut que les investissements extérieurs soient traités aussi bien que les investissements des entreprises intérieures. Alors quand vous voyez le rapport des forces entre les géants américains et les petits entrepreneurs africains, la règle qui consiste à demander aux investisseurs étrangers d'être aussi bien accueillis que sont accueillis, y compris avec les facilités juridiques locales, c'était quelque chose d'inacceptable. Enfin bon, je serais trop disert là-dessus, je m'arrête sur le problème des normes. Je voulais dire un mot aussi. Oui, l'union économique et monétaire. J'avais parlé marché, mais il y a l'union économique et monétaire. On sait qu'elle est bancale. D'abord, on n'a pas évalué la valeur des politiques monétaires. Donc ça, on laisse domaine à part. Et comme l'explique Jacques Delarosière, il y a une quarantaine d'années d'égarement monétaro-financier. On a arrosé de liquidités et de facilités financières, notamment tous les géants de la tech en question qui n'auraient jamais pu se développer sans des privilèges financiers exorbitants et avec des soutiens que les concurrents n'ont jamais eu. Et donc la question du pouvoir de politique monétaire et la gestion de l'euro demandent des problèmes fondamentaux. Et ce qu'on savait depuis le début, c'est qu'on est unijambiste en matière de politique économique, d'union économique et monétaire. On savait depuis le prix Nobel Mundell américain, canadien et d'autres, que pour bâtir des solidarités, il faut un budget. Et d'ailleurs, les Draghi en particulier, à propos de l'expérience de la crise de 2008 et 2014, l'avait souligné lui-même. Et Mundell disait, il faut une intégration industrielle, il faut des solidarités dans une union où les écarts de productivité et de niveau de vie sont aussi grands.
Donc l'Union économique et monétaire aussi doit être considérée. Encore un mot sur un dernier point, les élus. Les élus, le rôle des élus, c'est quelque chose de très important. Mais il faut s'entendre. Dans la débâcle actuelle, on a besoin d'élus. Heureusement qu'il y a des élus locaux, dont certains se font, enfin, plus que vilipendés, pour le moins, voire agressés. Les élus, c'est excessivement important, surtout les élus territoriaux, qui assurent la proximité. Les élus du Parlement national européen, c'est déjà différent, parce que là, on est dans des rapports de force de pouvoir, et il y a quand même une tutelle des partis ou du président de la République qui fait que la possibilité des élus de promouvoir des idées nouvelles est singulièrement compromise dans un pays comme la France. Quant au Parlement européen, le Parlement européen ne peut pas suppléer un gouvernement, j'insiste, je terminerai par gouvernement, il ne peut pas. Quand j'étais quand j'étais conseiller de Barnier, chargé de la réforme du marché intérieur, c'était l'idée de confrontation, nouvel acte unique européen, réforme du marché, 2007, c'est venu de confrontation. Barnier sollicite ses services pour voir quelles sont les idées et on sollicite aussi les parlementaires, quelles sont vos idées pour la réforme du marché. C'était le vide, y compris les parlementaires. Donc il ne faut pas non plus considérer que les parlementaires européens doivent suppléer un manque de gouvernement avec ce que ça suppose d'expérience politique, de légitimité, d'outils, comme tu disais, pour bâtir une efficacité. Encore un autre exemple. Quand Edward Kennedy débarque au Parlement européen à Strasbourg, la première question qu'il nous pose au Parlement, vous qui êtes député européen, quels sont vos outils? Enfin, j'ai un assistant et une secrétaire. Et lui, il dit, j'ai 100 personnes. Donc, il ne faut pas surestimer la possibilité du Parlement européen, même s'il a un enjeu propre. Et effectivement, il faut penser à le faire évoluer dans la perspective qui a été citée. D'une part, d'apporter du transeuropéen. Les listes transnationales, c'est une très bonne idée. Et d'autre part, d'être incrusté dans le local, c'est-à-dire région, union. On a beaucoup à demander aux députés européens et ça suppose effectivement une nouvelle conception des élections européennes elles-mêmes. Enfin, quant à un gouvernement, il est clair tout à l'heure que pour moi, la Commission ne peut pas devenir un gouvernement. La Commission a une doxa normative avec ses biais juridico-expertes, sans expertise de macroéconomique, j'insiste lourdement, il faut quand même le savoir, sans expertise non plus sur le financement des investissements, et elle est engluée dans cette doxa et la compétition règne, et tout est compétition d'ailleurs. Le problème en vigueur pour la refondation, c'est aussi compétitivité. C'est quoi la compétitivité d'un ensemble où il n'y a pas de solidarité interne? Effectivement, dans ces conditions, il est ouvert à tout vent, il ne peut pas être compétitif. Sans coopération, et Delors le disait d'ailleurs, sans coopération et solidarité, la compétitivité mène dans le mur. Donc, dans mes propositions, il faut créer l'autorité politique, oui, pour la refondation, qui sera constituée d'une dizaine de personnalités publiques et privées qui auront été mandatées après consultation pan-européenne sur ces propositions de refondation. On trouvera Mondraghi qui n'est pas parfait, mais qui est évidemment dans la dizaine concernée. Entre parenthèses, on a essayé ça au moment de la crise de 2008, parce que Sarkozy n'avait pas que des défauts, il y avait aussi des qualités. Il n'y aurait jamais eu de réunion du Conseil des membres de l'euro s'il n'avait pas traîné Mme Merkel à la première réunion. Mais aussi, il y a eu l'idée d'un comité des sages. Il y avait d'ailleurs Michel Rocard, l'Espagnol Zapatero, voilà. Il y avait un comité des sages chargés de fournir des idées sur le devenir de l'Union et la façon de gérer la période à venir. Ma proposition de création d'une autorité politique va plus loin. Je ne demande pas simplement un comité des sages, je demande l'esquisse d'un futur gouvernement composé d'une dizaine de personnalités publiques et privées qui
qui, après consultation, auront un mandat et une légitimité pour refonder l'Union. C'est une proposition différente que celle que j'évoquais, mais j'insiste sur cette proposition que je fais, même si elle peut paraître utopique, je la crois vraiment de nécessité. Merci à tous. Il y a d'autres questions? Non? On vous remercie beaucoup d'être venus écouter Philippe et Michel, et on vous convie à un petit apéritif. Avant. Ah, excuse-moi, j'ai zappé ton annonce. Avant l'annonce. Oui, on va faire l'annonce avant, c'est plus sûr. Alors d'abord, vous avez à votre disposition les livres. Pour ceux qui les ont déjà, j'insiste, vous pouvez les prendre et les offrir, et les faire lire, et les faire discuter. Ça, c'est la première chose. Le 3 juin, on n'a pas parlé ce soir d'un enjeu fondamental, bien sûr, du choix de l'Europe de devenir un passeur, une puissance, une force militaire. Et donc, on aura ce débat pour essayer au moins d'avoir dans le débat public actuel peut-être quelques petites voix différentes, dont la mienne, entre parenthèses, mais nous ferons cette soirée avec Jacques de la Rosière, qui vient de me... Salut Jacques, qui vient de me faire passer un très beau texte sur Russie-Ukraine qu'on diffusera à ce moment-là. Et puis, j'ai interpellé Madame Martine Royot, je ne sais pas si elle est là, Martine, qui est la présidente des maires pour la paix, et qui viendra aussi joindre sa voix à la vision qu'elle a de l'Europe et de son rôle dans le monde, où il n'y a pas que le conflit Russie-Ukraine. Philippe disait 50 conflits, il y en a 118, pour dire la vérité. Et il y en a des très très graves dont on ne se mêle pas parce qu'ils sont un peu plus loin, et puis qu'après tout ça se passe en Afrique ou en Asie, et que c'est bien loin tout ça. Et donc il faudra quand même qu'on voit un peu si l'Europe peut ou pas jouer un rôle, et pas se filer dans un camp derrière les Américains, mais peut-être avoir une identité un peu plus forte et un rôle important dans le futur proche et le futur un peu moins proche. Donc on aura cette soirée qui sera suivie d'un film, La Voix d'Aïda. Je suis très contente de passer ce film. C'est un film bosnien, Bosnie-Herzégovine. La réalisatrice, évidemment, c'est un film dur, Srebrenica. J'ai envie de montrer les conséquences des guerres. Donc ça fait partie de notre sujet aussi. Et ce film a été primé, quand même, il faut le savoir, premier prix européen en 2021, et il a eu l'Oscar du premier prix international. Donc ça, c'est pour le 3 juin, donc vous notez bien dans vos agendas. Et puis là, dans quelques minutes, enfin après le buffet, n'est-ce pas, puisque nous allons aller prendre un petit sandwich, boire un verre, nous aurons le film de Michael Powell. Alors, je vais le dire tout de suite parce que je ne vais pas faire un long développement tout à l'heure. On aura le film. Mais moi, je résumerai ce film. L'amour est plus fort que les règles. Voilà, on a parlé normes, on a parlé règles. On ne peut pas simplement vivre avec des règles. Il faut vivre aussi avec les hommes, avec les femmes, avec beaucoup d'amour. Et vous verrez que cette allégorie, pleine d'humour d'ailleurs, de Michael Powell, traite à la fois de la guerre et de la paix, puisque ça se passe en 1943, et parle de l'amour et des règles, mais parle aussi du ciel et de la terre. Donc, vous verrez, c'est très sympathique. Il faut absolument voir ce film de cet immense réalisateur britannique, bien sûr, qui a fait, pour ceux qui connaissent, Les Chaussons Rouges ou d'autres. Mais ça, c'est très original, et je vous invite, bien sûr, à rester pour ceux qui le peuvent. Là, vous connaissez, c'est souriez, vous êtes au cinéma, c'est pas tout de suite, c'est après le buffet, donc je vous invite à venir au buffet, et puis on se retrouve dans une demi-heure. Un grand merci.